Bonjour, chers amis auditeurs. Je suis Benoît Aguelon, patron du Libre Journal des Artisans. Je suis assisté de Benoît Duchâtelet. Bonsoir, Benoît. Mais bonsoir Benoît. De Benoît va mieux qu'un, c'est ça? Je crois qu'un Benoît c'est bien. De Benoît, c'est mieux. Donc ce soir, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Thomas Pruvot, qui est artiste et spécialisé dans les luminaires et qui a un parcours singulier. Ce qui caractérise effectivement notre émission, qui est la promotion de l'artisanat, de l'art, de l'artisanat d'art. Et nous accueillons aussi Philippe Casanova, qui est peintre, romain, d'origine française et parisienne, germano-pratine, on va pour rigoler. Bonsoir à tous. Donc vous êtes sur le Libre Journal des Artisans et pour anticiper par rapport à une nouvelle ligne de programme, vous nous écouterez aussi avec un nouvel invité vendredi prochain à la même heure. Benoît, donc nous avons des invités que tu as trouvés, qui sont des amis aussi. Exactement, que l'histoire a eu la gentillesse de me placer sur la route on va effectivement, comme on a l'occasion de mettre en lumière nos invités, autant commencer avec Thomas, puisque la mise en lumière, il sait ce que ça veut dire. Et donc, Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui sont uniquement à l'écoute, ils ne peuvent pas voir une des œuvres qui est à ses côtés et qui illustre, qui matérialise un de ses talents. Mais Thomas, si vous avez la gentillesse de revenir en 3 étapes, nous aurons le plaisir de parcourir le passé, le présent et vos projets et le futur de vos projets, mais de revenir un peu sur l'origine de votre parcours, parce que, comme ça a été le cas d'un certain nombre de nos invités, tout n'est pas écrit d'avance. Vous n'avez pas commencé par une formation des métiers d'art, vous invitant à développer vos talents. Donc, si vous pouvez tranquillement vous représenter de manière à ce qu'on puisse comprendre le parcours, et se rendre compte que, justement, comme je le disais, rien n'est écrit d'avance. Ça permet à nos auditeurs de se dire qu'une nouvelle vie est également possible pour eux lorsqu'ils veulent changer. Ça a été le cas de notre cher Benoît Aguelon. Oui. Une première vie, une deuxième vie, et c'est ça aussi qui est passionnant. Et peut-être même une troisième. Et peut-être même une troisième. Bien volontiers, bien bonsoir. Merci beaucoup à vous de me recevoir. Donc, je suis Thomas Pruvot. À vrai dire, j'ai fait d'abord une maîtrise en administration économique et sociale. Donc, c'est plutôt très éloigné. J'en ai pas fait grand-chose parce qu'à ma sortie de diplôme, c'était en 2002, c'était l'explosion de la première bulle Internet. Donc, le marché de l'emploi n'était pas très favorable. Parallèlement à mes études, il y a eu la tempête de 99 aussi. Et la demeure où je réside, il y a une cheminée qui est tombée sur la couverture, ce qui a fait un trou gros comme ça. Et donc, on a refait toute la couverture en passant par des artisans qui travaillaient très bien. Et ça a été mon premier pied à l'étrier dans l'artisanat, dans la couverture et la plomberie. D'accord, grâce à un événement un peu violent, impromptu et violent, et du coup, vous voilà concerné par l'activité. Exactement. Et magnifique. Et j'y trouve mon compte parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes travaillent de leurs mains, mais c'est très valorisant de travailler de ses mains, d'avoir un résultat concret, de travailler la matière. Il y a quelque chose qui sort du purement théorique, même si parfois on applique sa théorie. Il y a quand même du matériel, de la matière qui sort et du concret. Et ça, c'est un petit peu inestimable, je trouve. Alors, c'est effectivement ce que nous confie un certain nombre de nos invités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à œuvrer par ses mains, il se passe quelque chose de magique et le temps se suspend et on abordera aussi cette faculté à créer, mais à prendre en compte les réalités temporelles, parce que derrière, voilà, c'est les points communs entre ce soir nos 2 invités, c'est la capacité à créer et aussi à prendre en compte le reste, le tangible, la gestion, la communication, les projets. Oui, complètement. On est incarné, on vit dans ce monde, donc on ne peut pas être que la tête dans les nuages, même si j'ai une forte propension à l'être. Il faut aussi être enraciné et avoir les pieds sur terre. Alors là, les pieds sur terre, mais ça vous est tombé du ciel, comme vous le disiez dans votre anecdote. Mais j'aime bien l'image de l'arbre, justement. Oui.
parce qu'il a ses racines et ses branches, il fait la liaison entre la terre et le ciel. Ouais. Je crois que ça parle à beaucoup. Absolument. Donc, c'est très juste. Donc, ça vous est tombé sur la tête. Oui. Et comme un bon Gaulois, donc ça a pu vous faire peur, mais pour autant, vous avez réagi. Ça a enclenché un début de vocation, en tout cas, de vous intéresser. Oui, complètement. Après, effectivement, ça a bifurqué. En fait, j'ai l'impression que ma vie est un petit peu une barque dérivante et qu'elle a été jalonnée de recherches et de rencontres, mais principalement de rencontres. Et après avoir eu ce premier pied dans la couverture, un deuxième pied a été mis dans la peinture en bâtiment, où là j'ai exercé, j'ai même eu mon entreprise avec un associé pendant quelques années. Et c'est au cours justement d'un des chantiers, parce que je réside en Val-de-Marne, et donc la plupart de mes chantiers étaient en Val-de-Marne, mais un chantier nous a été confié dans le 8e arrondissement, rue Miroménil, en plein mois d'août. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce quartier, Oui. mais il est désert au mois d'août. Oui, il y a beaucoup de bureaux. Quartier oui. bureau. Mais il y a aussi des ministères. Et le fait est que donc il y avait une brasserie à côté de l'endroit que je restaurais. Et nous avons rencontré une autre paire de personnes qui travaillaient juste à côté, qui refaisait un showroom pour une marque italienne de luxe, Dans quel univers? la Botterie. La botterie. Oui, Très bien. la marque Sartor, je sais pas si ou Sartore, Sartore. oui. Et qui sont sur le faubourg Saint-Honoré, donc c'est juste à côté. Mhm. Et on a été amenés à se fréquenter, à se rencontrer dans cette brasserie. Et puis une amitié est née, et cette personne était décoratrice dans l'univers du luxe, et il m'a demandé à commencer à travailler une certaine matière un petit peu particulière que vous devez sans doute connaître, Philippe, qui est le gesso. Le gesso traditionnel à base de colle de peau. Oui, ce que j'allais Animal. dire, attention aux néophytes, nous on veut bien une vulgarisation de ce qu'est. On veut bien Oui. une explication. Qu'est-ce que c'est que le gesso? Alors le gesso, si vous voulez, c'est ce dont utilisent les peintres pour préparer leur toile. C'est le travail préparatoire. C'est-à-dire que les peintres prennent une toile, soit en coton, soit en lin, mais pour éviter les variations climatiques, soit de l'humidité, soit de la chaleur, pour qu'elles se distendent trop, on applique un enduit, pardon, qui est fait de colle de peau animale, de lapin en l'occurrence, et de pigments. Du D'accord. blanc de meudon, où moi, effectivement, je l'ai un petit peu détourné en incorporant des pigments colorés, essentiellement des terres, parce que j'aime bien, ce sont des couleurs naturelles. Et la colle de peau a une vertu, c'est d'agir comme de l'amidon, un petit peu. Elle a Mhm. tendance à tendre la toile. D'accord. Vous Ce en qui avez- permet, vous en- oui. ce qui permet sa pérennité, donc. Exactement. Et vous avez eu besoin de le développer pour quelle pratique? Alors, au début, il était prévu que je fasse plutôt des toiles craquelées, donc comme une espèce de papier peint, des rouleaux d'1 mètre à peu près, sur 2 mètres, 2 mètres 50, parce que c'est donc du tissu d'un côté, mais de l'autre côté, étant de l'enduit, c'est résistant, mais on peut s'amuser à la casser, et donc faire apparaître des motifs géométriques, et après On y apporter vient. un traitement, qui soit de la peinture ou une application de feuilles, pour révéler un petit peu toutes ces craquelures. Et j'aime bien apporter aussi des glacis à l'italienne dessus, qui sont un mélange de térébenthine, d'huile de lin et de cicatif. Donc, si je comprends bien, le ciel vous est tombé sur la tête, vous avez eu envie, ça vous a lancé dans la rénovation, Oui, mais ensuite on a bifurqué, grâce à des rencontres, dans une certaine manière, la décoration, l'architecture d'intérieur, exactement. qui est Un autre Des- univers, oui. oui, mais ça découle un peu Qui de découle la un peu, rénovation. Oui, Et de là, vous est venue l'envie d'essayer des matières, des mélanges, des mixtures. oui, complètement. Bah, disons que je m'étais déjà spécialisé sur cette toile craquelée qui peut être comme une seconde peau, qui peut revêtir une armature, une âme en bois, par exemple. On peut faire une console avec un bois assez épais, et puis après venir le gainer. Mais je trouvais qu'on pouvait aller encore plus loin, parce que, comme je vous disais, ma vie, c'est un petit peu des rencontres et de la recherche. C'est-à-dire que parallèlement, lorsque j'étais avec cet ami qui faisait de la menuiserie, il m'avait un petit peu introduit aux relations, aux proportions dorées. Qui sont D'accord. des canons de l'architecture qui correspondent
à 1,618 pour faire... Pour faire simple. Oui, Oui, tout à fait. Oui, c'est les proportions grecques, c'est ça. C'est exactement, qui remonte au canon de l'Antiquité, qui seraient des proportions un petit peu idéales, qu'on retrouve tout au long de l'art et de l'architecture. L'homme de Vitruve, par exemple, de Léonard de Vinci, est clairement sur... et qu'on retrouve dans la nature. Il Mhm. paraît que si on prend la proportion de la hauteur de son nombril par rapport au pied sur sa hauteur totale, fait le nombre d'or. Et on retrouve beaucoup dans le visage aussi. D'accord. Alors là, on touche du doigt la nécessité un peu de culture générale, mais avant tout, justement, de se référer aux classiques, de se rendre compte qu'il y a une sorte de fil rouge dans tout l'univers artistique. Oui. Je me souviens de certaines émissions pour le tissu ou Oui. la mode, Tout à fait. et à chaque fois, il y avait cette capacité de dire, mais de tout temps, il y avait cette habitude, il y avait ces proportions, il y avait cette façon Exactement. de projeter les choses, et c'est merveilleux parce que ça permet de créer des ponts temporels entre ce qu'a toujours été... on parlait de Léonard de Vinci, donc c'est une bonne base de Il y a pire. comparaison. Oui, oui. Il y a un principe de continuité, en fait. Oui. Il y a un principe de continuité et quasiment d'éternité. Donc, on réinvente pas totalement les gestes, on les redécouvre et puis on les adapte selon sa manière de faire le geste aussi. Exactement. Il y a aussi un côté d'appropriation. Mais la géométrie, si vous voulez, c'est une base sûre. Oui. Je veux dire, en termes d'élégance, on peut pas trop se tromper avec la géométrie. C'est quelque chose de très exigeant, la géométrie, parce que le quart de millimètre se voit, Oui, tout à fait. en marqueterie de paille, par exemple. Mais c'est juste, ça tombe juste. Hum. Donc, d'un autre côté, si on a cette exigence, on est sûr d'avoir un bon résultat. Donc, il y a un côté un petit peu faciliteur aussi. Ouais, on va Mais- rester sur exigeant, je trouve. Dans ce parcours, en fait, vous avez fait une redécouverte, entre guillemets, une redécouverte culturelle euh, qui a amené effectivement à créer des objets, c'est ça? Parce que de administration économique et sociale vers la plomberie, le bâtiment, la La menuiserie, rénovation. la rénovation, La peinture. il y a L'ameublement, un du cheminement. coup, ouais. Oui, il y a un cheminement. Il y a une gradation dans la recherche de l'excellence et un glissement de artisanat vers l'art. Oui, oui, parce que je me prédestinais pas du tout à avoir une vocation artistique, hein, moi. Pas du tout. Je m'estimais pas vraiment avoir de talent non plus étant jeune. Pour être honnête, étant jeune, j'étais plutôt nihiliste et je pensais pas vivre vieux. Donc après, la vie a fait autrement, hein, et puis tant mieux. Et nous verrons dans le fil de votre histoire que vous nous disiez également que vous aviez été auditeur de Radio Courtoisie depuis plus d'une année, Oui, et que là, le nihiliste a dû s'évaporer quand même. complètement. Alors, je vous avouerai que moi, ce qui a été un de mes fondamentaux, mais j'en ai pas encore parlé parce que ça arrive plus loin dans mon parcours, mais c'est la découverte de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait plusieurs voyages au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et surtout le Sénégal, qui ont été mes premières expériences, ont été quand même quelque chose d'un point de vue foi et de vivre ensemble d'extraordinaire, quoi. Enfin, C'est magnifique, c'est-à-dire que vous avez été recherché sur les belles terres d'Afrique, une fois incarnées et vivantes, oui. pour en être touché de plein fouet. Bah, c'est simple, en Afrique, tout le monde est croyant. Ça n'existe pas, les athées. Oui, ils ne conçoivent pas qu'on ne croit pas en Afrique de Dieu. l'Ouest. Hein. Ah, je crois Afrique générale. Oui, Afrique australe, Afrique de Golfe de Et Guinée. parfois, on a aussi des leçons peut-être un peu à prendre ici, parce que le Sénégal, qui est un pays à très forte majorité musulmane, j'aime bien citer cette phrase de Léopold Sédar Senghor, qui disait qu'au Sénégal, il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens et 100% d'animistes. Et... et ils vivent très, très, très bien ensemble. Il n'y a aucun problème de conflit. Aucun, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, si les conflits ne sont pas apportés de l'extérieur, en Afrique, ils vivent dans une intelligence religieuse remarquable. Voilà, on verra si nos auditeurs qui ont l'habitude d'interagir avec l'émission vont nous faire part de leur envie de déménagement, Oui. par exemple. Mais c'est un vrai témoignage, en tout cas, de cette vie de terrain et de cette foi qui vous a éclaté au visage lors de vos expériences africaines. Alors. Oui. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, donc libre journal des artisans, et nous interviewons, nous entretenons
avec Thomas Pruvot, qui nous parle de son parcours et de ses œuvres passées, présentes et futures. Et la partie africaine dont nous parlions, donc qui vous a permis vous le disiez vous-même, donc de découvrir ou de redécouvrir la foi de manière très incarnée et vivante. Combien de temps a duré cette période et à quel moment êtes-vous revenu? Ce sont des voyages que vous avez fait ou c'est un séjour sur place? Oui, ce sont des voyages. J'y suis resté en tout 6 mois. J'ai fait une première fois 1 mois, une deuxième fois 2 mois, une troisième fois 3 mois, peut-être la prochaine fois 4 mois. Mais mon oncle est sénégalais de naissance. Ah oui, donc c'est magnifique, ça a permis de vous brancher. Depuis qu'ils sont tous les deux retraités, ils sont installés là-bas, ce qui m'a été effectivement pour moi l'occasion d'aller leur rendre visite. Bon, magnifique, tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir se brancher se connecter à l'Afrique. Et pas comme un touriste, enfin je veux dire, de pouvoir vraiment vivre, c'est merveilleux. Il y a donc reprenant votre parcours, donc cette rencontre rue de Miromesnil. Oui. Vous a amené effectivement à participer à l'architecture d'intérieur d'un magasin. Et qu'est-ce qui vous a amené ensuite à devenir créateur d'objets et créateur de luminaires? Je dévoile un petit peu. Alors ceux qui nous regardent le savent déjà. Alors, c'est toujours une espèce de déroulé, en fait. Comme je vous disais, j'ai été mis en relation avec... j'ai rencontré plutôt cette personne qui faisait de la décoration de luxe et qui utilise beaucoup les minéraux. Alors, des petits coquillages, des placounas qui sont des nacres et donc des agates, qui fait des mosaïques d'agates, qui a fait des meubles en mosaïque d'agates. Et c'est lui qui m'a initié beaucoup à la décoration, que ce soit en termes de modèles. Il m'a fait découvrir Jean-Michel Franck, qui reste pour moi un modèle d'excellence en termes de décoration, en termes de procédés, en termes d'exigence. Pour nos auditeurs, Jean-Michel Franck Jean-Michel Franck, c'était le décorateur des années 30 du tout Paris. D'accord. Pour ça que vous aviez apprécié nos studios dans lesquels vous retrouviez aussi une ambiance années 30. Complètement, oui. C'est l'âge d'or. Il y a une exposition en ce moment que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais sur l'art déco qui doit être intéressante. Très riche. Et donc cette influence de Jean-Michel Franck au niveau des années 30, oui. On est... Comment il se situe, parce que moi je pense au Bauhaus, je pense à l'art déco avant. Comment il se positionnait par rapport à tout ceci? Je veux dire, je suis art déco, d'accord, mais après moi le Bauhaus, je suis pas très fan, le brutalisme non plus. Il se positionnait comment Alors, faut savoir déjà que Jean-Michel Franck était un enfant de très bonne famille, fils de banquier, qui fréquentait toute la très haute société parisienne. Et on lui a confié un jour, c'est le comte, je crois, comte et comtesse de Noailles, qui avait un hôtel particulier, qui lui ont confié sa décoration. Et son parti pris, c'est le luxe du pauvre. C'est-à-dire qu'il a choqué, ça a été une rupture. Jean-Michel Franck, c'est celui qui a retiré beaucoup de cimaises dorées, beaucoup de dorures. Il a mis fin au baroque, d'une certaine manière, pour... qui reviendra. On y reviendra. Pour utiliser des matières qui peuvent paraître pauvres, mais quand c'est utilisé, extrêmement luxueux. Donc il a fait des cheminées en mica, par exemple. Il a fait beaucoup avec de la marqueterie de paille, avec du parchemin. Des fumoirs extraordinaires. Et ça a tellement plu qu'il a refait tout Paris dans les années 20, 30, jusqu'à la guerre. D'accord. Et il décédera en 1940. D'accord. Donc il a détourné des matières pour en faire des éléments de décoration qui n'étaient pas utilisés auparavant. Exactement. Et puis il a fait appel à des très grands artistes tels que les Giacometti, les frères Giacometti par exemple. C'est merveilleux parce que ça vous a permis donc de vous plonger dans cette expérience années 20, années 30 et de vous rendre compte parce que puiser dans les talents de quelqu'un nourrit votre propre créativité et c'est ce qui vous a amené aussi tout doucement, j'imagine, à vous rendre compte que la matière était transparente, qu'on pouvait en faire quelque chose avec de la lumière. Exactement. Ça n'avait pas été pratiqué jusqu'à maintenant. Quelle est un peu l'histoire de ce parcours? Alors exactement, c'est-à-dire que cette personne qui utilisait les agates, qui en a fait des très jolis meubles d'ailleurs,
Je me souviens avoir pris une de ces agates et de les avoir mis à la lumière. Je lui dis, mais c'est absolument magnifique à la lumière, comment se fait-il que tu ne les utilises pas comme ça? Et il m'a dit que d'un point de vue technique, c'était pas facilement réalisable. Donc j'avais mis ça de côté. Et là, effectivement, il y a eu une espèce de parenthèse dans ma vie, quoi. On s'est perdu de vue. C'est là que j'ai mis le pied en Afrique. Après, j'ai eu un détour de santé qui m'a aussi mis de côté. Et quand je me suis remis sur pied, je me suis dit, mais en fait, il suffit d'utiliser un autre procédé, de les mettre sur du verre. Et puis, ça a matché. Donc, à partir de là, en fait, c'est ça que j'aime bien avec mes luminaires et que je parlais toujours de recherche et de rencontre, c'est que ces luminaires sont un petit peu le confluent de tout ce qui a été jalonné au fil de ma vie. Si j'avais pas travaillé avec un menuisier, j'aurais pas travaillé le bois. Si j'avais pas rencontré cette personne, j'aurais pas fait ni du gesso ni les minéraux. Et petit à petit, quand on assemble tout ça, bah, ça fait un petit peu cette œuvre. Alors c'est effectivement ce point qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment ce témoignage-là à laquelle on peut tous un peu se reconnaître, c'est-à-dire avoir conscience que pas à pas, des rencontres, on tire un peu comme une pelote de laine et ça finit par écrire et à construire une histoire. Mais vous avez dit également quelque chose d'intéressant qui est que dans un premier temps, d'une certaine manière, et ça aussi c'est très classique, on vous a fait part d'une sorte d'impossibilité d'action, c'est-à-dire, bah non, avec cette matière, voilà, c'est pas envisageable de faire autrement. Et il a fallu d'autres événements dans votre vie pour que vous vous autorisiez Oui, à cette idée, à avancer dans cette idée. complètement. Mais est-ce que l'intuition n'est pas une des choses les plus mystérieuses de la vie? Enfin, jusqu'à présent, on ne sait pas d'où viennent les intuitions. Je ne sais pas si vous avez une Oui. réponse à ça, mais c'est assez mystérieux, ça jaillit d'une certaine manière. Alors, soit de soi-même, soit de l'extérieur. Il y a un pas que je franchirais allègrement. Oui, oui, mais exactement. Non, ce que j'entends volontiers, c'est l'idée, en revanche, de savoir écouter sa petite voix. Ah oui, Parce qu'il n'y a pas que Sainte-Thérèse qui a raison de le faire, hein. Donc, il y a aussi, exactement. comme vous le dites, ce moment où vous vous êtes dit, non, j'y vais. Oui, oui, oui. J'ai bien l'intime conviction, là, ce serait plus les juristes, mais voilà. Et au final, vous avez fait des tests. Oui, on est à quelle exactement. époque, là? On est il y a 3-4 ans. D'accord, donc sortie du Covid. Oui, exactement. Oui. Oui, oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime beaucoup, et c'est que bon, j'ai la chance de travailler chez moi. J'ai une assez grande pièce, donc j'ai dédié une partie de cette pièce à faire ce qui est silencieux. Je n'utilise pas la scie circulaire chez moi, j'ai pitié de mes voisins. Mais lorsque je fais du travail silencieux, j'aime beaucoup écouter des choses en même temps, alors soit de la musique, soit des Mhm. podcasts. Et je trouve que c'est d'une part enrichissant, et peut-être que des auditeurs aussi se reconnaîtront là-dedans. C'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment de toute façon, c'est quand on conduit, par exemple, et que l'esprit commence à s'évader, et puis on se retrouve d'un point A à un point B sans s'être rendu compte, quoi. Et il y a des personnes, dont je fais partie, qui ont besoin parfois d'avoir une attention ailleurs pour pouvoir se concentrer sur la main, enfin, d'avoir une Oui, espèce de dualité de l'intention. oui, c'est ça, oui. C'est la main qui est intelligente et qui agit toute seule, et l'esprit peut parfois vagabonder, oui. Exactement, ouais. C'est le lot de beaucoup d'artisans, oui. C'est... Alors je m'en veux, j'ai envie de faire un raccourci qui n'est peut-être pas la vérité, mais comme vous avez dit que depuis un an, vous aviez écouté un certain nombre de podcasts et d'émissions de Radio Courtoisie, on a envie de penser que certaines œuvres ont été inspirées sans vous en rendre compte. Mais d'accord, c'est par ce biais-là, en tout cas, d'un détachement. Bah, c'est très enrichissant, en tout cas. Il y a beaucoup de choses que j'apprends en créant. En plus, il y a un double avantage. Mais pourtant, vous avez fini, si on parle des dernières années, par vous astreindre à une catégorie de Oui, création, oui, d'œuvres. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le choix que vous avez fait, ou la taille et le principe des damiers pour les oui, matières que bien vous avez sûr. utilisées? Alors, je suis parti de la mosaïque d'agates. Ce sont des agates du Brésil qui, comment dire, il y a un côté cristallin pour certaines. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble à l'état brut naturel, une agate. C'est Et, une espèce ouais. de gros galet. D'accord. Ça paye pas de mine vu de l'extérieur. Et en fait, on les coupe en tranches avec une scie à eau et on les polit. Et l'intérieur se révèle très très joli. Alors, l'intérieur peut être très cristallin.
Là, en l'occurrence, ce sont des améthystes, ce ne sont pas des agates. Oui, le Et- violet parle pour elle. Oui. Oui. Et puis les auditeurs de Radio Courtoisie regarderont sur YouTube, sur Radio Courtoisie, dans quelques jours, l'émission qui sera rediffusée, parce que justement, vidéo. elle est filmée. Voilà. Oui. Et on peut voir comme des strates, comme des cernes d'un tronc d'arbre dans une agate. D'accord. Et d'ailleurs, ça me faisait penser, parce que j'ai le temps de réfléchir aussi pendant que... je me dis, il peut y avoir trois temps différents simultanés, c'est-à-dire qu'il y a le temps animal, on va dire le temps de l'humain, on va prendre l'étalon humain par exemple, qui est sur une moyenne de 70-80 ans. De créativité. Oui, bien sûr. On peut prendre le temps végétal. Le record, je crois que l'arbre le plus vieux du monde a 5000 ans, quelque chose comme ça, en Californie. Mais bon, enfin, pour dire... Et il y a l'ère minérale. Et par exemple, les agates ou les cristaux poussent. On ne se rend pas compte parce que c'est sur une échelle très lente. Mais par exemple, on peut s'amuser avec des petites expériences à faire pousser des cristaux de sel. Ça, c'est plus rapide. Mais le cristal, les roches poussent, bougent. Enfin, je crois que c'est à Fontainebleau où, par exemple, on a des roches qui bougent. Mais ça, c'est sur un temps. Donc, c'est pour ça que je parle d'un triple temps. Donc, je me demande si ces cernes des agates ne sont pas juste la croissance de cette propre agate. Et donc, après, j'ai recherché sur Internet. Je me dis, c'est bien intéressant, l'agate, mais est-ce qu'il existe d'autres minéraux, d'autres cristaux qui pourraient faire ce même travail? Alors, je suis tombé sur une autre configuration, sur un fournisseur sur Internet qui les dispose, eux, en carré, plutôt. Donc, c'est pas vraiment des mosaïques, ça va être un damier, mais de roches qui peuvent être très intéressantes parce que on peut considérer, ou certains considèrent, que les minéraux peuvent avoir une énergie, ou peuvent avoir... enfin, tout émet une énergie d'une certaine manière, ou une fréquence. Et par exemple, le quartz rose est plutôt considéré comme une roche un petit peu maternelle, une roche de l'amour, enfin quelque chose qui émane quelque chose de doux à travers sa couleur rose. L'améthyste, je ne vais pas vous en dire plus parce que vous savez très bien que les évêques ont une améthyste, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est utilisé par nombre de religions. Et j'utilise aussi les agates de sel qui ont plus une forme en étoile, qui sont très jolies aussi. Et après, j'ai encore des explorations pour trouver des nouvelles tonalités. D'accord, donc vous avez trouvé un certain nombre de choses qui vous conviennent, vous Oui. en cherchez encore, toujours la notion de recherche dont vous parliez, mais avec cette idée d'une coupure à l'eau. Donc vous parliez aussi de la dernière en étoile, mais qui Oui. finit en tranche. Oui, oui, oui. Donc chez vous, doit être jonché de quelques débris non utilisables dans le cadre de vos œuvres, mais pour d'autres Oui. choses. Et donc, si on reprend l'exemple, alors pour les auditeurs, on a sous les yeux un luminaire vertical qui pourrait ressembler à certains objets de science-fiction d'ailleurs, Oui. incroyables. Oui. On n'est pas loin du 5e élément, mais Ou du monolithe. du monolithe absolument. Monolithe. Oui, le monolithe de 2001 Odyssée d'espace, Oui. mais pas noir. Mais pas noir, heureusement. Et donc, d'où la lumière jaillit. Et là, c'est sous forme d'un patchwork travaillé, mais de mosaïque également, qui reprend un peu le principe des vitraux, finalement. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix de carré à l'intérieur d'un vertical pour jouer sur les symétries, justement, des cristaux Oui, et... bah, Ça aurait pu être un grand rectangle, finalement, que vous glissiez... oui, alors c'est tel qu'elle m'arrive par le fournisseur quand même. Ce sont des roches qui ont une certaine taille et pour les couper, il est fait à une certaine dimension. Mais la chance que j'ai eue pour celle-là, et j'espère que ça se reproduira, c'est qu'on voit bien que ça vient d'une même roche et qu'il y a des symétries qu'on peut retrouver. Exactement. Et ça, je trouve ça intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est les différentes tonalités. Et finalement, moi, je ne veux pas trop m'attribuer de mérite parce que j'ai l'impression de ne mettre qu'en valeur la beauté de la nature, d'une certaine manière. Mon cher patron d'émission, ne retrouve-t-on pas là une humilité régulière ? C'est tout à fait régulier. Effectivement, l'art de la transformation part de la nature et finalement, en fait, on retrouve effectivement la beauté de la nature qui est sublimée par l'artiste, en fait. Mais c'est tout en humilité que de dire que c'est la nature avant tout qui est belle, mais si on ne la met pas en lumière,
on ne le voit pas. Oui, c'est un diamant brut. Donc c'est un travail d'équipe, la nature et l'artiste. Exactement. Et l'artisan. Mais là, vous êtes sur, donc c'est un schéma pas de facilité technique, mais d'aisance de travailler le carré. Oui. Pourquoi vous avez retenu ce format vertical ? Est-ce que vous avez eu d'autres essais ? Est-ce que vous avez eu des demandes particulières de format ? J'essaye d'appliquer un petit peu toujours ces proportions dorées, plus ou moins. Et là, il ne correspond pas vraiment. Il est un petit peu plus haut qu'un rectangle doré, mais c'était quand même la disposition qui s'approchait le plus. Pour les appliques, peut-être, on respecte plus. Oui, exactement. D'accord. Ouais. Parce qu'avec les mosaïques, je peux me permettre de plus ajuster. Et aussi, le carré, c'est la stabilité. C'est aussi important, c'est la terre, contrairement à la lumière. Et j'aime bien l'idée aussi d'associer 3 matières, parce que là, on ne la voit pas forcément, elle est à l'arrière, mais il y a également une marqueterie de triangles de gesso. Qui ferme l'œuvre. Exactement. Qui vous permet d'accéder au luminaire, qui vous permet de... D'accord. Oui, et non, on y accède par-dessous, mais ça permet que ça ne soit pas juste un ensemble de minéraux, mais qu'il y ait un avant, un arrière, et qu'il y ait 3 matières. Et j'aime bien l'idée qu'il y ait 3 matériaux. C'est le rythme ternaire. Alors, recitez-les pour nos auditeurs. Alors là, en l'occurrence, le châssis est en Wenge, donc il y a un bois exotique africain, un bois noir, dense. L'arrière est en marqueterie de gesso, et les améthystes en façade, sur le dessus et sur les côtés. J'ai une petite question. C'est pour que la lumière passe, il y a un savoir-faire particulier dans la découpe. Quelle est l'épaisseur effectivement de améthyste, de l'agate C'est plus de l'empirisme, pour être honnête, quoi. J'ai commandé, j'ai regardé si ça fonctionnait, certains plus que d'autres, certaines ampoules avec plus ou moins d'intensité aussi. Là, par exemple, je le fais pas, mais là, c'est une 100 watts, parce que là, l'améthyste est quand même... épaisse et sombre. Exactement. Ouais. Donc, elle a besoin de plus de puissance que l'agate, par exemple, qui va être en tranche plus fine. Donc, si vous jouez pas sur la lumière, vous jouez sur la matière et réciproquement. Exactement. Ouais. C'est une association, ouais. Et justement, vous me posiez la question tout à l'heure, on peut s'amuser à faire apparaître des motifs. Et là, j'ai eu l'idée qui m'a été soumise et que j'ai beaucoup appréciée. Vous voyez, c'est toujours une histoire de rencontre et de recherche, parce que ça m'est pas venu spontanément. Mais on m'a demandé, est-ce qu'on pourrait faire des choses plus figuratives, par exemple, faire apparaître une croix. Et... Pas par magie, par création initiale. Exactement. Puisque là, on est je reprends, vous êtes sur du figuratif qui reprend, là, si on reste sur le thème religieux, ça pourrait être posé dans une église pour répondre à des vitraux. Mais effectivement, l'idée d'avoir à concevoir le puzzle avec un figuratif et d'intégrer une croix, pourrait conférer à l'ensemble un objet, pas liturgique, mais une pièce d'élégance dans une église. Oui, complètement. Ou chez une personne. Ou chez une personne, absolument, parce que dans les deux cas, les usages sont... oui, bien sûr. Et effectivement, ça m'est pas venu spontanément, mais en y réfléchissant, on dit, bah oui, c'est faisable, il n'y a aucun souci. Il suffit de faire une 3e rangée. Et puis la rangée du milieu, on peut faire... Ça fait une croix. Et effectivement, ça sous-entend du coup une autre découpe. Mais c'est le principe de la mesure, ça parle à beaucoup. On peut donc tout faire. Mais votre ADN initial, c'était effectivement les 3 matières et travailler ces formes. Pour l'instant, c'est le Wenge qui a été utilisé. Ça peut être... d'autres essences sans problème. Non, mais même, est-ce que ça peut être des matériaux différents ? Je repense à une réflexion que nous avions eue en préparant l'émission, en disant qu'il y a une paroisse, par exemple, à Paris, qui est Saint-Pierre de Chaillot, qui pourrait tout à fait... qui répond assez bien à cette œuvre, je trouve. Et on n'a pas encore eu le temps de rencontrer son nouveau curé dynamique pour lui proposer l'idée.
Mais Saint-Pierre de Chaillot, il n'y a pas de bois, c'est surtout de la pierre. Oui. Est-ce que les contours de l'œuvre pourraient être dans un autre matériau Alors, où le principe, c'est matière naturelle? oui. Voilà. D'autant plus que... alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous aurez une réponse, parce que je ne l'ai pas encore trouvé, mais je sais que les bâtisseurs d'églises et de cathédrales, alors je ne sais pas si c'était de la part du clergé ou de la part des bâtisseurs, mais avaient une hiérarchie des matériaux, des matières. Et ils préféraient le bois à la pierre et la pierre au métal. Et je ne me vois pas utiliser autre chose que du bois pour faire le cadre. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur donc des matériaux vivants. Et puis, cette envie trinitaire que vous avez d'utiliser ces trois matériaux est assez, participe à la beauté de l'œuvre. Donc, vraiment, c'est pas pour vous faire changer, c'était une question très ouverte, de questions qu'on aurait pu vous poser. Oui, bien sûr. Oui. Mais du coup, on a parlé de possibilités ou d'évolution de passer de l'abstrait au figuratif, par exemple. Et vous avez raison de rappeler que ça peut être pour des commandes institutionnelles ou personnelles. Oui. Mais est-ce que quelles ont été jusqu'à maintenant des demandes un peu improbables ou parce que c'est souvent des questions qu'on pose à nos artisans lorsqu'ils ils ont démarré. Il y a souvent des souvenirs un peu cocasses, mais de personnes qui vous disent voilà, moi volontiers, mais dans tel esprit, dans telle couleur, est-ce qu'on peut tordre un peu le nez de tout ça pour atteindre mon objectif? Alors, je suis d'accord avec vous que ça peut souvent jaillir d'un dialogue et que c'est très intéressant qu'il y ait un échange d'idées. Mais pour être honnête, je suis encore un petit peu en début de carrière et ça ne m'est pas encore beaucoup arrivé. Mais ce que j'ai eu la chance, par contre, c'est que toujours dans ce quartier de Miromesnil, qui décidément est mon porte-bonheur, euh, m'a amené à rencontrer une personne qui est un salon d'excellence, euh, qui a un univers décoratif très affirmé, très particulier que j'aime beaucoup, et qui s'est prêté totalement. Là, pour le coup, c'est encore un coup de chance d'une certaine manière. C'est une chaussure qui rentre, non, un pied qui rentre dans sa chaussure d'une certaine manière. Ça tombe bien parce que c'est un salon de tirage de chaussures, et ça tombait très bien dans cet univers-là, que ce soit dans la couleur des murs, dans la décoration. Il y a beaucoup de lampes Tiffany aussi, donc le côté vitrail, on peut le retrouver. C'est quelque chose de... Et puis, là, récemment, je viens de déposer aussi un autre luminaire dans un autre lieu très particulier. Décidément, je crois que je suis fait pour l'atypisme, qui est une librairie dans le 5e, et qui est tenue par un érudit expert des manuscrits du 12e au 17e siècle. Vous voyez, c'est particulier. Et lorsque je lui ai apporté, il m'a rapidement fait le lien entre ce que je faisais avec les peintures de l'abbé Morel et de Georges Rouault. Alors, je dois bien confesser des lacunes parce que je ne connaissais pas forcément ces personnes-là. Mais il m'en a parlé très longuement et c'était extrêmement intéressant. Et il faut savoir effectivement que l'abbé Morel peignait. Et il n'a pas fait beaucoup d'expositions, il a très longuement hésité. Enfin non, c'est pas qu'il hésitait, c'est qu'il avait fait la promesse de ne pas exposer, justement, à ce monsieur Rouault, il me semble, qui, lorsqu'il est décédé, ses amis sont revenus à la charge. Il faut savoir que les habits de la Mémorelle, c'était quand même Max Jacobs, Fernand Léger et Georges Braque, par exemple. Il y a Pierre comme ami, et Picasso. Et il les a faites et tout est parti. Ses amis ont tout acheté, ils ne les vendaient pas très cher. La personne qui m'en a parlé en a conservé 3-4 d'ailleurs de ses peintures. Et donc pour boucler la boucle, il me parle de ce Georges Rouault. Et ce Georges Rouault, illustre peintre, a fait les vitraux de Saint-Séverin. Ah oui, voilà, c'est ce que vous me racontiez dans cette magie des rencontres Oui, et qui permet d'en apprendre chaque jour un peu plus, mais qui complètement, montre le lien à la fois ce qui vous motive et qui vous amène à créer cette œuvre et derrière la manière dont le public, d'une certaine manière, la reçoit. Vous évoque ce que ça représente et ce à quoi ça leur fait penser. Et c'est cette histoire qui est intéressante, en fait. Ah, Et complètement. moi, j'avais eu la chance de tomber, non pas sur vous, mais sur une de vos œuvres, dans cet endroit dont vous parliez, qui est tenu par
un baba mémorable, puisque c'est son nom, et c'est un cabinet de curiosité à part entière, Oui. qui est le temple du soulier, mais également le temple de la rencontre et du mélange des genres. Et effectivement, j'ai trouvé que ça avait pleinement sa place. Et donc, il me tarde d'aller voir dans les librairies également ce que ça va donner dans un autre univers et de le voir aussi dans une église. Donc, l'histoire n'est pas écrite d'avance. Jamais. Et c'est ça qui est intéressant, ça fait le sel de la vie, oui. Oui. Et on voulait dire aussi peut-être, parce qu'on préparait l'émission, que on parlait de ce qui est important. On a beaucoup parlé de la création, mais comme vous disiez, il y a aussi une partie communication. Et si on prend l'étymologie du mot laboratoire, il y a le côté labor, le travail, mais il y a le côté oratoire, exprimer que Exactement. on peut passer toute sa vie dans son atelier et ne jamais en sortir. Et c'est bien dommage, parce que faut qu'à un moment, le travail voit la lumière aussi, pour qu'il soit confronté au monde. Parce que on peut être intelligent, même la personne la plus intelligente au monde, on ne sera jamais aussi intelligent que la vie. Et c'est les rencontres et l'intelligence collective qui nous fait souvent avancer. C'est très juste et très agréable de remémorer ces vérités. On se retrouve néanmoins avec, comme vous le dites, cette potentielle difficulté qui est d'avoir son talent, mais de devoir communiquer, de devoir gérer aussi son affaire, de devoir prévoir le développement commercial des choses, de trouver une survie à tout ça, parce que évidemment, si tout le monde aime et que pour autant on ne le voit pas et on ne sait pas comment l'acquérir, vous n'allez pas pouvoir avancer et créer d'autres œuvres. Exactement. Vos œuvres, en fait, ça s'adresse jusque-là à des professionnels, mais bien sûr, des particuliers peuvent l'acquérir. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner les moyens de vous contacter ? Bien sûr, à travers... Soit je donne... Allez-y, le site internet ou votre numéro de téléphone. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Mon numéro de téléphone, oui, c'est le 06 27 27 21 93. Donc on va répéter une fois parce que les auditeurs n'ont peut-être pas pris le temps de prendre le crayon. Et donc Thomas Pruvot. Oui, sans S. 06 27 27 21 93. Et nous le remettrons à l'écrit dans la présentation qui sera faite de l'émission. Voilà. Vous avez un site internet ? J'ai une page GitHub, donc c'est l'équivalent. C'est Thomas Pruvot Design. Désolé pour l'anglicisme, mais il n'y a pas d'équivalent français pour design. On va faire confiance à nos auditeurs pour nous soumettre quelques idées. Le dessin. Ouais, mais est-ce que ce serait la même chose ? Non, oui, c'est effectivement, c'est un débat. Alors, soyons opérationnels. Donc THOMASPRUVOTDESING. Voilà. .github, donc c'est GITHUB.io. .io. Ah oui. India Oscar. Oui. Un d'occidental. Exactement. D'accord. Donc on va répéter. Donc c'est Thomas Pruvot Design. Donc Pruvot sans S. .github.io. Oui, c'est un truc de développeur. Ouais. Bon, ce sera écrit dans les détails de l'émission. Ce sera écrit dans les détails de l'émission sur rc.fr. C'est plus simple. Et dans les projets, pour conclure, cher Thomas, on a parlé du passé, du présent. Peut-être un mot pour parler de vos envies ? Oui, alors effectivement, le fait est que j'ai déjà fait des photos de certains de mes luminaires dans une église, et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, ça collait très bien, quoi. Enfin, avec la pierre, avec l'âme, et puis la pierre qui se répond avec de la pierre, ou aussi avec le vitrail. Donc effectivement, pouvoir exposer dans un lieu consacré serait un de mes objectifs. C'est quelque chose qui m'anime et que j'aimerais beaucoup. Donc une idée de visibilité. Donc ça, oui. c'est effectivement pour continuer à faire connaître et à rendre visible l'œuvre. Parce que ça vous permet, lorsque vous avez des questions de clients potentiels, de journalistes, de dire allons la voir ensemble. Exactement. Là où elle est exposée. Oui. D'accord. Et j'aime bien aussi les idées de club, et puis chez les particuliers. Malheureusement, il y a moins en moins de fumoirs chez les personnes, mais je trouve que ça irait bien dans un fumoir. Oui, alors là aussi, je pense que grâce à nos auditeurs, ce sont encore des univers qui existent. Ah. Donc à creuser.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Thomas. Donc, je rappelle, donc, Thomas Pruvot Design, donc sans S à pruvot.github.io. Merci Thomas. Merci à vous. Bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Donc, nous accueillons en deuxième partie de cette émission Philippe Casanova. Bonsoir Philippe Casanova. Bonsoir. Philippe Casanova, alors comme l'a dit notre patron d'émission au début. Fait, oui. Je laisse Benoît Duchâtelet lancer l'émission parce que ce sont ses invités. Oserais-je dire que c'est une rencontre personnelle? Voilà, et puis une rencontre. Donc, j'assume mon invité. Voilà. Mais n'en doutons pas. Ce qui était rappelé en début d'émission, cher Benoît, c'était justement le fait qu'il y avait un parcours international, un patronyme international sur une base française. Donc on a besoin de comprendre, on a besoin de découvrir. Et c'est pourquoi je vous donne la parole, cher Philippe, pour préciser cette histoire qui est la vôtre, qui a commencé à Paris, qui est à Rome pour l'instant, souvent au Vatican, et on ne sait pas demain. Qui êtes-vous, cher Philippe Casanova? Et que faites-vous? Je suis peintre. Voilà, au moins ça je sais répondre. Voilà. Je peins. Voilà, je peins. Et j'ai élu domicile à Rome depuis déjà pas mal d'années. Et parce qu'il me semblait que c'était pratique d'avoir à portée de regard, disons, beaucoup d'exemples de peintures et d'œuvres d'art d'une façon générale extraordinaires. Donc vous êtes rapproché de votre terrain de jeu. Oui, voilà, pour moi c'était quelque chose d'assez naturel en fait, d'avoir vraiment proche de moi des fresques ou des décors baroques, et pas seulement baroques, mais quand même souvent, et de pouvoir chaque jour quasiment retourner les contempler et m'en imprégner. Mais je comprends volontiers. La chance de temps en temps dans quelques musées de voir des Botticelli avec ma femme et à chaque fois on se dit tiens, ça irait très bien à la maison. Parce qu'effectivement, lorsqu'on côtoie le beau, certains de nos auditeurs aiment le concept comme nous du beau, du bien, du vrai. Et ben vivre à côté du beau était, je suppose, éminemment inspirant. Mais vous parlez là d'une histoire romaine, mais qui n'a pas commencé à Rome. Non, elle n'a pas commencé à Rome, mais quand même, je suis largement né comme peintre à Rome. Oui. Ça, d'accord. En ce sens que, disons, j'y ai trouvé mes marques. Disons, j'ai trouvé... j'avais déjà cette idée confuse avant Rome que je voulais peindre, mais je ne savais pas très bien quoi. Et disons, Rome m'a quand même beaucoup aidé à préciser les choses. Très nettement, et on en parlera effectivement plus en détail tout à l'heure. On revient souvent aux origines néanmoins, parce que je parlais de votre patronyme, on sent que vous aviez quand même envie de revenir à une sorte de source, mais la formation initiale et la manière dont a démarré la vie artistique de Philippe Casanova, effectivement, comme vous dites, vous avez la naissance de l'esprit ou de ce que vous avez réussi à définir comme votre ADN aujourd'hui, la peinture baroque, mais initialement, et vos aventures parisiennes avant de partir. Alors, j'avais passé quelques années aux Beaux-Arts, mais ça avait été une expérience quand même assez tourmentée, dans la mesure où j'étais entré dans cette école avec une idée totalement
d'un autre temps, disons. Je ne voulais pas voir ce qu'était devenue cette école, disons. Je me disais, puisque on entend tout le temps dire que désormais les artistes sont libres, eh ben moi, ma liberté consistera à aller puiser dans le XVIIe siècle, disons, ma formation et les concepts directeurs, disons, dont je voudrais m'inspirer. Et puis, bon, j'ai découvert que c'était pas comme ça que ça marchait du tout. On avait le droit d'aller vers la déconstruction, disons, mais qu'en revanche, essayer d'apprendre le dessin, par exemple, n'était pas du tout quelque chose de bien accepté. Et donc ces années aux Beaux-Arts, pardon Benoît, ont été quand même dans l'ensemble assez... des années de tension et d'un conflit toujours plus exaspéré. Et au sortir des Beaux-Arts, effectivement, je suis parti à Rome quasiment du jour au lendemain parce que j'avais vraiment besoin de changer d'air et de trouver de nouvelles perspectives. Donc, si on a envie de rappeler un peu le quartier, vous aviez à portée de main Saint-Germain-des-Prés qui fêtait quand même quelques centenaires. Donc cette envie de se dire, tiens, les Beaux-Arts, une école classique, une formation académique, il y a eu une sorte de déception très nette. Et on parlait de géométrie et de la beauté de la géométrie tout à l'heure, mais là vous étiez un peu un rond dans un carré du coup. Disons que c'était une école qui avait quand même une certaine histoire et il reste encore aujourd'hui, disons, un lieu quand même assez extraordinaire, dans laquelle cette école s'est installée, disons, quelques années après la Révolution, dans un ancien couvent. Et donc, il y avait quand même beaucoup de traces du grand art. Mais en réalité, on traversait ça, nous, les élèves devaient traverser ça comme des espèces de comment dire, sans rien regarder, ou seulement éventuellement, enfin, c'était plus comme en 68, où en 68, carrément, on cassait tout. Là, c'était terminé, mais il fallait seulement ne pas regarder. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de beau, il fallait pas regarder. C'est du wokisme à fond. C'est de la déconstruction, comme vous le disiez. Oui, tout à fait. Ça fait mal, hein. Je comprends que ça fasse mal. Ouais. Voilà, c'était toujours. Mais oui, peut-être on peut dire ça, c'est quand même, c'est pas mal là, sur le mur là, ce qu'il y a. Mais oui, mais c'est fini ça. C'est fini. Donc c'était toujours des mots d'ordre auxquels beaucoup d'élèves se pliaient. Que ça corresponde ou pas à leurs convictions, ou peut-être dans certains cas, ça les arrangeait finalement qu'on n'ait pas besoin d'apprendre à dessiner. Il y en a certains à qui ça fait plaisir. Donc à Philippe Casanova, on ne le fait pas plier. Et si en tout cas vous avez aimé le beau, et vous aimez le beau, vous vous êtes dit autant aller à la source. Je me suis accroché au viatique de mes rêves. Disons. Et puis, mais effectivement... C'est indispensable, c'est un beau mode d'emploi. Pas très longtemps après en avoir terminé avec cette école, je suis... j'habitais dans une chambre de bonne, pas très loin des Beaux-Arts. Je me déprimais un peu là-dedans. Et un soir, je prends le roman de D'Annunzio, L'enfant de volupté. J'ouvre la première page et je lis la description de la Via Sistina, des gens qui montent vers l'obélisque en haut de la Via Sistina avec la lumière dorée. Et je referme le livre et puis j'en ai marre, j'y vais. Puisque c'est ça qui me fait rêver. Je vais là-bas. Et c'est magnifique. C'est les traces de D'Annunzio, en fait. Oui. Ben, en fait, maintenant, D'Annunzio, jusqu'à Trieste, bon. je l'ai remisé. Mais enfin, je dois avouer que je lui dois certainement quelque chose. Oui, alors, certaines saintes ont des visions, des apparitions. Vous, c'est un livre qui vous est tombé dans les mains et qui, du coup, vous a donné le chemin à suivre face à cette liberté un peu brisée au départ. Donc, finalement, merci les Beaux-Arts qui ont accéléré une envie de départ. Pour vous voir arriver du coup à Rome avec l'envie de croquer le beau et qu'on ne vous dise pas quoi faire. Voilà, les Beaux-Arts ont quand même été une initiation, disons, un peu à toutes les fraudes, à toutes les manipulations de l'art contemporain. Donc ça m'a permis, j'ai passé à peu près 4 années, ça m'a permis vraiment de le détester,
de toutes mes forces pour le restant de ma vie. Alors là aussi, peut-être que certains de nos auditeurs auront des points communs dans ce parcours, ou en tout cas sont arrivés à la même détestation. Ils peuvent intervenir aussi sur Nous sommes en direct. rc.fr, puisque nous sommes en direct. Alors, à disposition pour vos questions. Mais c'est très bien, c'est une révolte dans un conformisme qui se veut anticonformiste, en fait. J'ai pas compris. C'est- Pardon, je suis désolé. Non, mais en fait, C'est un artiste. hein. le nouveau conformisme, Oui. le nouveau conformisme, c'est d'être anticonformiste et de déconstruire. Oui, ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Moi, effectivement, avec l'infime minorité d'élèves, on considérait simplement qu'on était normaux, en fait. Même Oui. si on représentait à peu près 2% de la population de cette école, mais on essayait de dessiner, on regardait Velázquez, on regardait Bernardo Strozzi, Nicolas Poussin, et on trouvait que c'était Pas si mal. pas possible de pas regarder, quoi. Et en plus d'essayer de comprendre un tout petit peu comment c'était fait. Merci pour ce retour, parce que je trouve que c'est tout à fait parlant d'une époque et d'une sorte de courage quand même qu'il faut, parce que on n'est pas loin de la bohème avec Aznavour, mais on est aussi avec mon paletot aussi devenait idéal, parce que vous voilà parti sur les routes après votre chambre de bonne et ces 4 années à Paris. Oui, mais en fait, je sais pas si ça. Au début, c'est sûrement pas du courage, mais c'est plutôt du plaisir en réalité. On veut pas renoncer à certains plaisirs, au plaisir de la beauté. Je dis courage parce que Il n'est tout pas ça, question de renoncer à la beauté. Je sais pas si ça demande Bravo. du courage, Oui. mais Non, mais c'est un des mots d'ordre de l'émission, si on travaille autour du bien, du beau et du vrai. Donc, ne pas renoncer à la beauté, ça, c'est un mot qu'on peut répéter à loisir. C'est ne tout jamais à fait renoncer ça. à la beauté. rechercher la beauté. Rechercher la beauté. Rechercher la beauté, effectivement. Quand on me demande ce que c'est qu'être artiste, je ne connais pas d'autre définition. Rechercher la beauté avec la conviction que la beauté existe et est objective. C'est pas quelque chose de subjectif, parce qu'en général, quand on dit oui, la beauté, on vous dit tout de suite, partout, toujours et partout, oui, mais c'est subjectif. Toi, tu as trouvé horrible ce que moi, je trouve merveilleux. Et non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, de même qu'il existe une vérité, de même que le bien existe, je crois que le beau existe et que notre rôle, notre petite justification, c'est passer notre vie à vraiment la rechercher, la beauté. Et ça Ensuite, avec les résultats qu'on peut. Hein, mais Pour cracher un peu, j'ai envie de dire, Basquiat, c'est pas votre tasse de thé. Ouais, non, je le connais pas très très bien, mais non, je dirais que non. Je dirais que non. Mais ce qui peut paraître effectivement subjectif me fait penser à un autre événement qui a eu lieu là, tout récemment à Paris pour l'ouverture des fêtes de Noël du quartier de la Madeleine, rue Royale. Un pianiste a joué une œuvre classique avec énormément d'autres artistes, et le public convenait que d'écouter une œuvre classique avait donné cette touche d'éternité. Et donc on dit souvent qu'on est devant un tableau et on voit ce que le tableau génère comme émotion, et on laisse le tableau parler. Une œuvre qu'on écoute, qu'on considère comme une belle œuvre, ça peut paraître également extrêmement subjectif, mais ça emporte le public. C'est-à-dire que face à une belle chose, effectivement, on est rapidement emporté. Donc ça ne retire pas l'opportunité de créer autre chose, mais il ne faut pas déconstruire et gommer l'école classique, qu'elle soit Moi, je culturelle crois, ou musicale. je crois, Benoît, que la plus sûre façon d'être original, justement, c'est de suivre ses intimes convictions artistiques. Mhm. Et que si, au contraire, on se plie, disons, au dogme et disons, à l'artistiquement correct, on est assuré de ne pas être quelqu'un d'original. Et en plus éphémère, parce que vouloir être dans le vent, c'est avoir un destin de feuille morte. Donc, Bon, effectivement, on a aussi des chances de pas tenir dans le temps. Mais enfin, bon, c'est pas non plus. Ça vaut aussi pour un artiste oui, classique. mais hein. un ministre de la C'est Culture est capable de demander à un Chagall de refaire le plafond de l'Opéra de Paris, qui a lui-même sa propre histoire, et ça peut trouver sa place. En revanche, effectivement, arriver à Rome, être motivé par le baroque, vous en êtes nourri, et comment c'est fait chronologiquement
le développement professionnel, parce que je parlais du courage dans le sens où c'est prendre son paletot, aller sur les routes et ne pas savoir de quoi demain sera fait. Oui, alors, disons, au départ, le baroque, bien évidemment, je ne savais pas très bien ce que c'était. Et puis, à force d'années disons, à arpenter les 7 collines de Rome, j'ai fini par comprendre qu'il y avait un lien bien particulier entre cette ville et ce style. Disons, je me suis dit, au fond, le baroque, c'est vraiment la langue de Rome. Et comme Rome, c'est quand même un lieu assez universel, même si, bon, aujourd'hui, on peut se dire que c'est une petite ville assez provinciale, sauf que dans certaines grandes circonstances, Rome n'est plus du tout provinciale. Disons, elle sort le grand jeu, quoi. Par exemple, quand on passe d'un pape à l'autre, on se rend compte tout à coup, mais non, c'est toujours le centre du monde quand ça devient vraiment important. Et or, il se trouve que le baroque est la langue de Rome. Et du Vatican. Et pas seulement de Rome, hein, bien sûr. Le baroque est génial à Naples, le baroque est génial en Sicile. Et puis, il a voyagé dans d'autres pays, dans d'autres continents. C'est un art qui a énormément voyagé. Mais enfin, quand même, essentiellement, ça, c'est sorti de Rome. C'est très beau ce que vous dites en termes de langage et d'éternité, effectivement. La langue de Rome. Et je comprends cette motivation. Mais du coup... les tableaux, des dessins, comment s'est fait la démarche initiale d'appropriation du baroque et ensuite trouver son public? Alors, disons, quand j'étais censé être élève aux Beaux-Arts, en réalité, je passais davantage de temps de l'autre côté de la Seine, au Louvre, et je copiais des tableaux. Mais il est vrai que cette attitude était tellement à rebours de tout ce qu'on nous incitait à faire, ne pas faire, je le disais même pas à mes professeurs. Déjà, ils avaient un certain mal avec moi, disons, oui. Mais si en plus je leur avais dit que chaque matin, avant je commençais par passer 4 heures devant des tableaux de Charles Lebrun et de Pierre de Cortone, avant de venir aux Beaux-Arts et de venir dessiner le nu, enfin ce qu'on pouvait faire aux Beaux-Arts, ça aurait été vraiment trop. Donc ma formation, quand même, elle s'est beaucoup faite, notamment au Louvre, et finalement, oui, presque autodidacte, ou aidé par d'autres peintres qui avaient la même démarche et qui avaient plus d'expérience que moi. Ah, quand même, on se sent moins seul. Oui, parce qu'il y a une petite confrérie de peintres au Louvre, dans les grands musées qui... Prétends pas du tout être tout seul à faire ce que je fais. Bien minoritaire, indiscutablement. Mais c'est amusant d'être un corsaire de la peinture, alors qu'on cherche à vous amener à autre chose et que vous voulez revenir aux fondamentaux et avoir cette liberté de pouvoir vous nourrir du classique et du beau. C'est un peu de trotskisme en fait. Il est minoritaire. Philippe Casanova est minoritaire. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes bien sur Radio Courtoisie, comme vous l'avez pu deviner, et nous sommes dans le libre journal des artisans et nous recevons Philippe Casanova, peintre, on va dire baroque. Donc voilà. Ah oui, parce que j'ai cru que c'était trotskiste il y a 2 secondes. Ce qui n'est pas habituellement, on ne le présente pas ainsi. Dans la force de la minorité, en fait. Exactement. Pour moi, disons, cette option baroque, c'est davantage que du trotskisme, c'est un acte, disons, de liberté. Oui. C'est s'émanciper des mots d'ordre, disons, de toute la propagande environnante et dans un acte de liberté, aller vers ses intimes convictions et ne pas renoncer à ses aspirations. C'est une résistance active. Comment ? C'est une résistance active. Elle est active, oui, s'il y a des peintures et s'il y a des dessins qui valent quelque chose, quoi, oui. Sinon, c'est que du baratin. Mais enfin. Donc, Rome, l'aventure personnelle, artistique, au final, aventure familiale, aventure maritale et familiale, et l'art toujours présent. Votre quotidien aujourd'hui, avant qu'on parle de projet, votre quotidien, ce sont des commandes d'institutions, d'églises, de particuliers, des copies de palais ou d'hôtels particuliers en France ou en Italie.
des dessins. Vous avez été prolixe dans vos créations. Non, ce sont beaucoup plus des commandes de particuliers, euh, disons totalement en dehors des circuits officiels. Donc, par définition, disons, ça peut difficilement être des commandes institutionnelles parce que je suis tellement désobéissant, disons que ça peut Le pas être corsaire est beaucoup encore là. institutionnel, même si c'est vrai qu'avec avec le temps qui passe, il finit par y avoir aussi des commandes presque un peu plus institutionnelles. Et vous en savez quelque chose. Nous en parlerons, mon c'est cher aussi Benoît. une occasion Mais enfin, nous bon, nous sommes vus. Fondamentalement, ce sont des collectionneurs privés qui m'ont, depuis des décennies, permis qui ont jalonné, disons, mon parcours de peintre. Parce qu'on essayait de comparer un peu les artisans, les artistes, et les peintres ont normalement aussi dans l'école classique, avoir toujours un mécène derrière qui permet de lancer, de démarrer. Mais aujourd'hui, les choses se pratiquent plus de cette manière-là, forcément aussi forte. Donc il faut se débrouiller tant bien que mal, il faut vivre de son art si on veut continuer. Donc vous avez fini par trouver cet équilibre entre des particuliers, des commandes. Néanmoins, ce n'est pas une institution, mais vous avez aussi des commandes pour des tableaux, ce qu'on appelle les tableaux extraordinaires de par leur taille, et les tableaux, comment on appelle ça, pardon, Monumentaux. oui, des œuvres monumentales. Oui, effectivement, la monumentalité. Ne vous fait pas peur. Non. Enfin, je devrais sans doute. D'ailleurs, j'ai tort. Mais ça m'attire depuis très longtemps. Et de toute façon, si on s'intéresse au baroque, forcément, on ne peut pas ne pas penser à des grandes dimensions, à des édifices. Et en outre, je dirais aussi à la réunion des arts, pas seulement la peinture, mais la peinture avec la sculpture, avec l'architecture, avec la musique. Et puis si on est croyant, bien évidemment, la liturgie. Oui, les arts sacrés. mais justement, ça me permet de... J'aime pas beaucoup cette notion d'art sacré, Ah, mais dites-nous. c'est un autre... Non, Allons-y, justement, lançons le débat. Dites-nous pourquoi. Parce que pour moi, disons, du moment qu'on recherche vraiment la beauté, c'est sacré. Et disons, cette notion d'art sacré qui est apparue, disons, je dirais, au cours du XXe siècle, donc elle est quand même assez moderne, et ça a été une façon de mettre un peu des fils de fer barbelés autour d'un certain domaine, dire moi je fais de l'art sacré, alors que une œuvre qui est profane, païenne, mais qui est merveilleusement élégante et belle pour moi, et très souvent beaucoup plus sacrée qu'une œuvre qui a été faite par et pour l'Église, mais qui est hideuse. Oui, alors là, merci pour cette intervention et cet éclairage. Tout à fait, parce que, oui. ça nous rappelle aussi un de nos invités qui s'appelait Luc de Moutier et pour qui les œuvres contemporaines ou sulpiciennes qui étaient de l'art sacré pouvaient même éloigner de la foi. Donc il avait un sens très aigu, comme vous, de la beauté en toute chose et donc une allergie peut-être aussi avec ce terme. Oui, voire même certains mobiliers liturgiques ou certains errements d'églises modernes des années 70-80 qui vieillissent très mal et qui sont pas belles en fait. Et là encore, et ça fait encore plus mal quand il s'agit de l'Église, un refus véritablement de toute la tradition géniale, disons, de tout ce qui a été fait de génial au fil des siècles. Non. Malheureusement, nous avons cette église du XVIIe siècle dans laquelle nous sommes obligés de dire la messe, mais bon, ne regardez pas, surtout... Alors, pour autant, vous avez, par exemple, mais vous reprendrez d'autres éléments qui vous tiennent à cœur, mais vous avez à Notre-Dame-du-Lot, on vous dit là, il y a un tableau monumental. Si vous pouviez nous offrir la symétrie en face, reprenant des scènes de Sainte-Benoîte, donc ça a été une opportunité pour vous de cette aventure contraignante mais intéressante. Pareil à Rome, avec tout simplement un plafond d'une église dont vous nous parlerez, parce que vous avez eu cette capacité que je salue de mélanger là la modernité et l'art baroque, parce qu'il y a une matérialisation de votre œuvre à venir qui a été mise en scène et en lumière. Pardonnez-moi, Benoît,
je me fiche d'être moderne. Formidable. Je ne disais pas que c'était un objectif à atteindre, je Oui, m'étonnais. enfin, on est moderne malgré soi. Malgré Quoi que soi. je fasse, enfin que je fasse bien, que je fasse mal, de toute façon, je serai moderne. Merci Mais- d'insister sur l'importance des mots, vous avez tout à fait raison. Non, mais mais revenez sur ces deux exemples parce que c'était intéressant. Alors, la Trinité des pèlerins, c'est une très ça c'est pour jolie, Rome. et très le belle église baroque en plein centre de Rome. C'est l'église où Saint Philippe Néri a trouvé sa vocation. Et c'est pour cette raison que j'y entrais de temps en temps, parce que je m'intéresse à Saint Philippe Néri depuis que je suis à Rome. C'est un guide, disons, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné, il s'est un peu occupé de moi, disons, un nombre incroyable de commandes que j'ai eues, ça avait un rapport plus ou moins intime avec Saint Philippe Néri. Miraculo, miraculo. Si. Or, un matin, j'entre comme ça, sans réfléchir, machinalement, j'entre dans cette Trinité des pèlerins, donc église baroque, et je me dis, tiens, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il y a dans la voûte? Et là, effectivement, j'ai eu vraiment un choc. J'ai été frappé, je me suis aperçu que cette voûte était étrangement vide. Il y avait du gris. Et donc, effectivement, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? À Rome, Et pas habituel. oui, à Rome, une voûte comme ça, une église du XVIIe siècle, sans rien du tout, c'est très étrange. C'est une église qui est inachevée. Eh bien, je vais l'achever. Enfin, du moins, je vais le proposer et je vais y travailler. Bon, ça fait déjà plus de 10 ans que je fais des esquisses et que j'ai pris mon bâton de pèlerin. L'église s'appelle la Trinité des pèlerins, donc ça tombe bien. Oui. Chaque fois que je m'occupe d'une façon ou d'une autre de ce projet, je me dis, l'important, c'est d'être pèlerin. Alors, Il faut aller vers la beauté et... c'est un chemin. Oui, mais bien sûr, c'est un chemin. Ensuite, c'est un chemin, mais il faut quand même avoir une destination. La destination, c'est la Jérusalem céleste. Oui. Et ça passe, en ce qui me concerne, notamment par cette Trinité des pèlerins de Rome, pas seulement, mais enfin, elle m'occupe beaucoup depuis une décennie. Alors, j'ai 2 messages d'auditeurs. Bonsoir, messieurs. Ces références à Rome me touchent beaucoup. J'ai lu aussi L'enfant de volupté et Piacere en italien, alors, je ne sais pas si je prononce bien, où j'ai retenu la formule latine habere nec haberi, posséder sans être possédé. Quel est votre lieu préféré à Rome? Le baroque est la plus belle expression de la catholicité. Merci, cher auditeur. Et j'ai un deuxième auditeur qui me pose une question directement, Alors, je tiens à dire que c'est pas un des membres de notre famille, puisqu'il nous dit que c'est une belle émission. Donc, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ta femme, Benoît. C'est une question. Votre invité est-il plutôt du côté de Borromini ou du Bernin? Alors ça... Donc, le lieu à Rome et Borromini, Bernin, ça se précise. Oh oui, peut-être qu'il y avait une petite guerre entre certains, mais... Alors, il faut prendre position maintenant. Je ne sais pas, disons, Bernin avait une position beaucoup plus officielle. Borromini était un peu plus marginal, même si maintenant, effectivement, Borromini, dans des époques plus récentes, a été réévalué parce qu'il y avait une invention, disons, chez Borromini, il y avait une liberté absolument extraordinaire, alors que le Bernin, disons en tout cas le Bernin architecte, il est quand même plus académique, disons, il est plus académique. Borromini a vraiment, disons, un univers de forme qui est beaucoup plus extravagant. Il a su notamment réutiliser le gothique, emprunter beaucoup des formes au gothique, alors que le Bernin est plus classique, reste plus dans un classicisme. Personnellement, je suis d'ailleurs plus fan du Bernin sculpteur, qui me convainc davantage, même si l'architecte, est bien entendu, est extraordinaire. Mais enfin... Ouais, avec ce qu'on avait entendu au début de l'émission, on croit comprendre vers qui vous allez, oui, quand même. En réalité, non, je pense qu'il y a une très bonne complémentarité. D'ailleurs, ça fait des siècles qu'on discute de savoir le baldaquin de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui est du Bernin et qu'est-ce qui est de Borromini dedans? On ne sait jamais, c'est un problème jamais complètement résolu. Donc en réalité, ils n'étaient pas si antagonistes que pas ça. si antagonistes, mais l'âme corsaire et la quête de liberté. Mais pour un pèlerin à Rome, on profite naturellement des deux à chaque fois. On se réjouit de ce qui a été créé au profit de celui qui le découvre.
Et alors, vous avez parlé de ce projet et de ce plafond. Alors moi, je faisais le parallèle agressif avec cette modernité parce que, de manière quand même assez originale par rapport à certains autres de vos projets artistiques, vous avez eu un partenaire qui a mis en scène la projection de votre œuvre. Est-ce que vous pouvez parler de cette originalité qui a donné un souffle quand même un peu nouveau et c'est pas inutile lorsqu'on cherche aussi un financement pour une aventure artistique aussi grande que celle-là. Oui, ça a été à l'occasion du jubilé qui n'est pas tout à fait terminé. Pendant quelques mois, ma dernière esquisse pour cette voûte de la Trinité des Pèlerins a été transformée en vidéo mapping, ils appellent ça. Ça y est, voilà, attention. ça y est. Ça y est. Alors, je sais pas. Cartographie vidéo, donc. Non, en italien, dites-le en italien, mon en cher. cartographie vidéo. En vidéo, disons, avec des personnages qui bougent, des drapeaux qui se déploient, voilà, un ciel animé, etc. Puis finalement tout ça, ça arrête de bouger, puis ça devient mon esquisse. Bon, effectivement, pendant 6 mois, on a fait ça dans cette église. C'était une façon de faire connaître en même temps l'idée et de provoquer la discussion. Non, mais on peut dire que c'est une première quand même. Parce que, je sais pas si c'est une première, mais enfin de mélanger un projet d'art baroque pour pouvoir remplir un plafond qui était vierge. Il y a d'autres églises où il y a des trompe-l'œil. On a l'impression qu'on a besoin d'évoluer dans l'église pour découvrir la beauté du plafond. D'autres où les gens se mettent face à une glace pour regarder la beauté du plafond et oublient que c'est une église. Mais là, vous respectez les lieux, vous offrez potentiellement aux visiteurs de demain la chance de découvrir l'histoire, parce que vous pouvez raconter également ce que vous avez prévu comme chemin, comme itinérance. Oui, c'est le chemin des 7 églises. C'est le plus ancien pèlerinage de Rome. Et donc, si on aime Rome, il faut un jour de sa vie, et de préférence pas une seule fois, mais faire le pèlerinage des 7 églises. Et que vous proposez par un regard. C'est lui que j'ai représenté, oui, dans ce projet de voûte, puisque Saint Philippe Néri aimait beaucoup ce pèlerinage, il l'a pratiqué tout seul, et puis quand il est devenu plus célèbre, il a entraîné des milliers de gens à sa suite. Et encore aujourd'hui, disons, c'est la personne, disons, que l'on associe le plus à ce pèlerinage de cette église qui est redevenu, enfin, comme les pèlerinages marchent assez bien en ce moment. Et alors, ça arrive aussi à Rome maintenant. On est des milliers tout à coup à faire ce pèlerinage des 7 églises, alors que pendant de longues années, j'étais bien seul. Enfin, pas exactement complètement seul, mais beaucoup de choses changent. J'ai eu la chance d'avoir un séjour romain récent et j'ai profité d'un Salve Regina dans Saint-Pierre de Rome et de différentes choses nouvelles qui reviennent et qui réjouissent tous les pèlerins. Comment vous définiriez baroque ? À part l'insoumission dont vous avez fait preuve par rapport au modernisme, mais... Ça, c'est déjà une attitude baroque. C'est déjà une attitude baroque, oui. Je trouve que la sphère et la croix sur lequel Chesterton a écrit quelques-unes de ses plus belles pages, c'est assez... c'est une idée assez baroque, parce que la sphère, c'est la perfection classique. Et le baroque est indissociable de cette recherche classique de la perfection, mais en même temps, il la blesse, il la perturbe, et en fichant dedans une croix, parce que la perfection classique, formelle, ne peut pas suffire, parce que de toute façon, ce monde passe, la vie se termine, il faut espérer qu'il y ait quelque chose au-delà de ce monde et au-delà de cette vie, et cette espérance, c'est cette croix fichée dans la sphère. Donc je trouve que le baroque, c'est ça, c'est-à-dire il reprend toute la tradition classique, la recherche de la beauté, de la perfection formelle, mais en même temps, il la perturbe, il inocule dedans un peu du drame chrétien, disons, de la souffrance et de l'espérance chrétienne, disons.
Tout est résumé là. Nous voilà nourris. Non, mais nous voilà nourris. Mais ce qui est très bien et ce qui est annonciateur d'espérance, c'est que vous n'êtes pas tout seul déjà. Que votre discours et puis la façon dont vous parlez avec passion est passionnante et tout à fait construite et convaincante. Et que vous n'avez pas peur de charger le monde moderne qui se perd notamment dans l'art où finalement c'est l'explicitation de l'art, de l'œuvre qui devient beaucoup plus importante que l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que vos toiles se suffisent à elles-mêmes dans leur explication. Oui. Le discours, effectivement. Il m'est arrivé parfois de lire des textes de critiques d'art contemporain et de me dire, tiens, mais si vraiment c'était comme ils disent dans le texte, à la limite, ça pourrait être intéressant. Mais en réalité, il y a un tel décalage entre, disons, les promesses du discours et la pauvreté des réalisations. Alors, oui. Pardon, justement, dans vos projets, il n'y a pas de pauvreté de réalisation, il y a des grandes aventures humaines et artistiques. Et j'aurais à cœur que vous puissiez nous parler, parce que le temps file. Oui, on n'a pas parlé de Saint-Colomban. Par exemple, il y a une aventure. Je parle tout le temps de Saint-Philippe-Néry, mais alors effectivement... Saint-Philippe-Néry, c'est un projet effectivement romain en ce moment, oui, mais il y a des projets en France, il y a des évêques qui ont le courage de construire des églises, qui sont des bâtisseurs. Donc on a rénové une cathédrale, mais on est en train de construire des églises en France, et ce sont des choses émouvantes, parce que pas fréquentes et fortes en symbole. Et donc Monseigneur Namias, avec Monseigneur de Lille en Seine-et-Marne, porte cette aventure de deux projets d'église, Saint-Colomban, d'origine irlandaise, et dont l'histoire est passionnante. Et vous avez été attrapé pour figer dans l'étoile l'histoire de ce Saint-Colomban dans ce projet de nouvelle église aux abords de Disney. C'est un nom propre, donc ça va. Oui, c'est ça. D'autant d'origine normande. Et du coup, vous voilà maintenant sur le territoire français, prêt à écrire en peinture l'histoire de Saint-Colomban. Oui, disons, à essayer de dépeindre l'élan missionnaire et bâtisseur de Saint-Colomban, avec effectivement toute une galerie de peintures très figuratives qui devront être capables de raconter, vraiment de faire comprendre à tous les visiteurs, à tous les fidèles qui viendront. Parce que ce projet est fou, parce que c'est une église, c'est une école et c'est un centre culturel. Donc c'est vraiment une ville est en train de se construire. Un quartier, oui, c'est vraiment ça. Et avec, c'est vraiment, voilà, on rappellera tout ça dans les liens de l'émission, mais intéressez-vous à Saint-Colomban et aux bâtisseurs de Seine-et-Marne. C'est une aventure incroyable. Un projet qui avance puisque il y a une petite semaine a été posée la première pierre de l'église, alors que les deux écoles, le collège et le lycée, sont déjà terminées et fonctionnent. Donc ça avance beaucoup. D'accord. Écoutez, comment on fait pour vous contacter ? Donc vous avez un site. Oui. Alors oui, un site, philippecasanova.com et sinon à droite et à gauche sur les réseaux sociaux. Je suis pas très difficile. Oui, à droite. Excusez-nous. Radio question, peut-être il nous reste 3 minutes. Et le compte Instagram qui est accessible. Qui est accessible sur Instagram, qui permet de voir vos œuvres. Donc, et en tapant Philippe Casanova, peintre baroque, vous aurez toute l'histoire. Vous retrouverez tout ce que vous voulez. Toute son approche, parce que on n'a pas parlé de BD à l'origine, et moi je suis fan de bande dessinée, donc c'était peut-être une occasion effectivement de revenir et puis de parler des projets et puis de ses origines en quelque sorte. Et puis pouvoir évoquer éventuellement la BD ou la bande dessinée aujourd'hui. J'ai plus grand-chose à dire sur la BD, même je suis pas très gentil avec elle, parce qu'effectivement jusqu'à 17-18 ans, c'est ce que je faisais, mais disons que je suis passé de la bande dessinée au baroque.
Voilà. Voilà. À la voûte du Jésus de Rome, c'est ma bande dessinée préférée désormais. Et on en revient aussi au principe de la peinture dans l'éducation religieuse, c'est que on l'a vu avec la rénovation de Notre-Dame, on en a beaucoup parlé, on apprenait en regardant les œuvres. Et en tout cas, il y a l'idée d'une peinture narrative, disons, qui n'est pas seulement figurative, mais qui raconte des histoires. Donc il y a quand même ça en commun. Donc il y a un fil rouge. Et Saint-Colomban, c'est aussi ce principe de pouvoir lire l'histoire qui sera donc narrée sur les murs de ce centre culturel à côté de l'église qui va être construite. Ce qui nous fait une très belle conclusion pour cette émission. Nous remercions les auditeurs d'être intervenus aussi, parce qu'on a eu pas mal de messages qu'on n'a pas pu tous lire, malheureusement. Et puis, on a pu voyager à travers les matières avec Thomas Pruvot, et puis la lumière, et puis aussi, effectivement, à travers le baroque, la démarche baroque de Philippe Casanova, qui effectivement remet au goût du jour le bien, le beau et le vrai avec Thomas Pruvot. Donc nous vous remercions tous, et aux auditeurs, nous vous disons à vendredi prochain. Merci. Merci à vous. Merci.